Amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU, Université de Toronto. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'avoir avec nous via Skype Didier Nebaud, à qui je dis avant tout bonjour Didier. Bonjour Monique. Alors Didier, vous nous arrivez avec un livre qui est en réédition, puisque vous l'aviez d'abord édité il y a 23 ans. Je veux parler de la Kaena, la Reine des Sables, qui a été publié chez Éric Bonnier. Oui. Alors d'emblée, on va bien sûr définir qui était la Kaena, mais sur le côté romanesque dans ce livre, car l'émission va avoir deux parties. Nous allons parler d'abord de la partie romanesque, du roman, de cette histoire d'amour et verroulé, et ensuite de l'essai historique sur lequel vous vous êtes bien attaché. Alors, tout démarre avec Mattathias, Simon, la Cyréanique, le Mzab, le Touat, le Djebel Nefoussa, la ville de Djerba. À vous, Didier. Eh oui, parce que justement, c'est une réédition, pas tout à fait. C'est une nouvelle édition modifiée par rapport à la première édition. Le livre a été épuisé, il a été très demandé, et donc avec mon nouvel éditeur, on a décidé de le publier à nouveau, mais avec effectivement des éléments nouveaux. Et vous avez parlé de la Cyrénaïque du début, parce que justement, quelque part, le fameux chaînon manquant, c'est ce que moi je dis, concerne ces juifs qui viennent de Cyrénaïque et d'Égypte en 118 après Jésus-Christ et que pratiquement tous les auteurs ignorent. Ce qui explique qu'il y a cette incertitude concernant les origines des Juifs qui se retrouveront dans cette Afrique du Nord ancienne avant l'islam. La plupart disent qu'ils viennent de Judée lorsque la Judée a été détruite effectivement par les Romains, par Titus, mais il y a également énormément, et peut-être plus nombreux encore, ces Juifs qui venaient de Cyrénaïque. Et j'ai voulu commencer cette nouvelle édition de manière romanesque, justement, comme vous l'avez dit, par mon héros, 6 siècles avant la Kaena, parce que les ancêtres, une partie des ancêtres de la Kaena viennent de Cyrénaïque, et ça on le sait mal, encore une fois. Donc j'ai voulu commencer mon livre par un chapitre romanesque, au moment où les Romains vont tailler en pièces ces Juifs qui se sont révoltés contre les Romains. On sait mal qu'en 115 après Jésus-Christ, à la suite à Rome de la mort du nourrisson de la, comment dirait, Plotine, qui était la femme de l'empereur Trajan, elle a accusé un certain nombre de Juifs qui étaient de passage à Rome d'avoir jeté un mauvais sort à son nouveau-né, et à cause de ça, le nouveau-né est mort. Et vous voyez, c'est le côté romanesque, mais vrai. Et à la suite de ça, elle a demandé à son mari de mettre ses Juifs, il y avait des Juifs de passage à Rome, de mettre ses Juifs au Lion, et Trajan a mis ses Juifs au Lion. Ça fait la tournée de toutes les communautés juives de la diaspora. Il y avait une sorte de diaspora déjà débutante, et ça a été vite réprimé partout, mais pas en Égypte et en Cyrénaïque. En 115 après Jésus-Christ, à la suite de ce dont je vous parle, les Juifs ont pris le pouvoir pendant 3 ans. En Égypte et en Cyrénaïque, qui faisaient un seul et même peuple, il y a eu donc un État juif. Et en 118, ces Juifs ont été chassés de Cyrénaïque par les Romains qui sont revenus, qui ne voulaient pas laisser effectivement en place ces Juifs, et qui les ont taillés en pièces, et tous les survivants, nombreux, avec des Libyens, c'est-à-dire des Berbères. Ils sont partis dans les steppes prédésertiques du Sahara, puisqu'ils ne pouvaient pas remonter dans le nord, qui était bloqué par les Romains, et pendant 4 siècles, ils ont erré, et ça a été le gros des futures troupes de la Kaena, et c'est comme ça que commence le nouveau livre. Alors là, on a empiété un petit peu sur la partie historique. Alors Didier, on va démarrer avec l'histoire la plus romanesque de votre livre. Je ne veux pas dire de votre roman, puisqu'il y a 2 parties. Tabé,
Ronide, sa fille Daria, son épouse Malka, alors, et les Djeroua. Oui. Je précise quand même que les Djeroua portent leur nom d'une mutation philologique du mot guerre, qui veut dire l'étranger. Exactement. Et effectivement, j'ai bien voulu montrer. Alors, c'est difficile de ne pas empiéter dès le départ sur le côté historique parce que tout est mêlé. Alors, si vous voulez, cette façon, j'avais deux options. Soit c'était le livre d'histoire pure et dure, soit, vu que ce personnage a un côté mythique absolument extraordinaire, j'ai estimé qu'il fallait le mettre de manière romanesque. Mais ça ne suffit pas. Comme les preuves ne sont pas si nombreuses que ça, mais il y en a quand même suffisamment, j'ai estimé, comme vous l'avez si bien dit, qu'à la fin, il fallait faire un essai historique. Donc le livre comporte deux parties, un roman et un essai historique. Dans le roman, j'ai mis en valeur ce côté un peu mythique de ce personnage, et autant dans le roman, je crois qu'on peut le diviser quelque part en deux parties. La première partie, qui est l'histoire de la jeunesse quelque part de Dia en fait, très exactement, qui s'appelait pas du tout la Kaena, c'est beaucoup plus tard qu'elle s'est appelée la Kaena. Donc la première partie assez romancée, romanesque, parce que ça, on ne sait pas du tout quelle a été la jeunesse de cette jeune femme. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était la fille du grand chef Tabet. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas elle qui devait être au pouvoir. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait un caractère très fort. À partir de ça, effectivement, j'ai mis ce personnage mythique avec un tas de. On sait qu'elle a eu deux fils et il a fallu construire dans cette première partie tout un côté roman qui certainement qui colle peut-être un peu avec la réalité, peut-être pas à 100%, mais un peu, je pense, quand même avec la réalité. Donc, je l'ai. On sait aussi, Didier, on sait également qu'elle a adopté un fils qui l'a trahi. Alors, et ça fait partie de la légende, mais on a des preuves aussi historiques, parce que Schluss, je crois, en parle également. oui, c'est pas que Schluss, Ibn Khaldoun aussi, beaucoup d'auteurs arabes. Khaldun en parle. Voilà, en fait, non, ce fils adoptif, disons qu'il est arrivé bien plus tard, au moment où Daya est devenue Kaena, c'est-à-dire au moment où elle était la reine, et au moment où elle a gagné sa bataille contre les Arabes, puisqu'il y a eu une bataille assez forte contre les Arabes qui s'appelle la bataille de la Mesquiana. La Mesquiana, c'est une petite rivière, et la Kaena était capable de réunir sur son nom toutes les tribus de la région, et elle a gagné cette bataille, et c'est là qu'effectivement, elle a fait un prisonnier qui s'appelait Khaled, qui est devenu son fils adoptif, et qui l'a trahi. En fait le fils adoptif. Je voudrais rappeler quand même aux auditeurs, et c'est déjà une avance sur la lecture pour ceux qui vont le découvrir, la scène de l'adoption est très belle parce que pour adopter, il fallait qu'elle lui donne le sein. Alors voilà, c'est ça. La filiation passe par la nourriture, par la bouche. Alors c'est une coutume berbère. Lorsqu'on veut adopter un enfant, on met de la farine d'orge sur les seins, on lui fait sucer le sein. Et à partir du moment où l'enfant, l'adulte, l'adolescent a sucé le sein, donc il est fils de la personne qu'il adopte de cette façon-là. Effectivement, tout ça est décrit dans le livre de manière romanesque, mais c'est quelque chose qui est vraiment dit et qui a été dit, encore une fois, par Ibn Khaldoun, pas que lui, d'autres auteurs arabes qui sont El-Bekri, Ibn el-Attar, El-Kerouani et beaucoup d'autres, mais pas que ça. Alors, on va parler maintenant de la période amoureuse de Daya, parce que, enfin, Daya, que je vais me permettre d'appeler avec l'accent aussi bien en hébreu qu'en arabe, Daya. C'est ça. Et en fait, elle tombe amoureuse, mais cet amour n'est pas réciproque, et le père est obligé de la donner à celui qui va devenir le potentiel dirigeant de la tribu, puisqu'il y a une malédiction qui dit que si il avait perdu sa femme, la mère de Daya, Malka est morte dans des conditions horribles avec son fils, qui normalement devait être l'héritier du trône, et en fait la malédiction voulait que le dirigeant actuel, roi ou avec en guillemets, n'avait pas le droit d'épouser une deuxième femme, chose qu'il a d'ailleurs fait.
Et il y a toujours ce va-et-vient entre les malédictions, les bénédictions, avec le Ravazoulé. Enfin, vraiment, on flirte avec les potentialités positives et négatives, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, vous voyez, tout ce que vous dites concernant, comment dirais-je, la malédiction sur le père, sur ta bête, qui n'a pas le droit d'épouser une seconde épouse, ça, je ne sais pas. Ça, c'est moi qui l'ai inventé pour donner un peu de piment, de sel. Le fait que la mère de Daya soit morte brûlée vive, c'est ce que j'ai mis, on ne le sait pas. C'est le côté Oui, mais romanesque. ça, on est dans le roman, Et là. ce qui me plaît beaucoup, c'est que la manière dont vous en parlez, ça semble être vrai. C'est magnifique. J'ai réussi, Merci. j'ai réussi, je crois, une sorte de On va petite refaire l'histoire. Alors, donc, elle tombe amoureuse de Serkid, que l'on ça, va c'est vrai. retrouver, que l'on Ça, va retrouver ouais, ça, à la c'est fin du roman. oui, tout à fait. Parce que là, j'aimerais que vous parliez aussi de la deuxième tribu, donc la tribu des Okaïba, La tribu de la la tribu dont est issu Chihuahua. Serkid. Alors, oui, tout à fait. Non, oui, Sékérkid, c'est un grec, en fait. C'est un grec, mais C'est un grec. il Et, y a des passages aussi. oui, C'est très bizarre ces allégations religieuses. On passe à la chrétienté, enfin on se convertit, on repasse à oui, l'islam. Enfin, il y a des allers-retours qui sont étranges. exactement, parce que Kosaïla, justement, c'est celui dont, comment La dirais-je, tribu de qui va Hoseï. devenir, voilà, qui va devenir avant la Kaena, c'est celui qui va s'opposer aux Arabes, a parjuré quand même 7 fois. Il était païen, ensuite il est devenu chrétien, ensuite quand les Arabes sont arrivés, il s'est converti à l'islam, après il a renié l'islam, il s'est reconverti à l'islam, et donc, si vous voulez, dans la première partie du livre et la première partie de l'histoire, on ne voit pas du tout les traces de la tribu de la Kaina, de Jirawa, ne participent pas au combat. Ce n'est que dans un second temps qu'on les voit apparaître, cette tribu. Comme si les Arabes devaient d'abord s'occuper, bien sûr, c'est ce qui s'est passé, hein, des Grecs, des Byzantins, ensuite des Berbères chrétiens alliés aux Grecs, qu'ils ont défait, avec dont vous en avez parlé, Kosaïla. Et pendant toute cette première période, et je vais traduire de manière romanesque, pendant toute cette première période, on ne voit pas du tout les Djirawa, on ne les voit pas du tout apparaître, comme s'ils étaient en dehors du coup. Alors, et c'est vrai, ça c'est moi qui l'ai interprété, mais pas que moi, comme si, comment dirais-je, ils étaient donc dans leur montagne, dans les Aurès, et que ça ne les concernait pas du tout. Et lorsque les Arabes sont devenus D'ailleurs, beaucoup... Didier, en début de l'histoire, Tabet l'Aaronide dit bien il n'a pas voulu rejoindre Voilà, Saïla et il se dit heureusement, je n'ai pas voulu m'en mêler. Il oui, a c'est tenu à ça. garder beaucoup de distance. La Ouais. tribu s'est protégée en fait. Et c'est exactement ça. Et à partir du moment où les Arabes sont devenus très incisifs, là, il n'a pas eu le choix. Il s'est dit, oh, attention, je vais perdre mon autonomie. C'est là qu'il intervient. C'est là aussi, on ne sait pas vraiment comment dirais-je, s'il a participé de manière forte ou pas à la fin, donc à la bataille avec Kosaïla contre les Arabes. Moi, je l'ai supposé parce que justement, normalement, ce ne devait pas être Daya qui devait succéder à son père, puisqu'elle était femme, et ça devait être effectivement ce personnage que j'ai appelé Moudin, mais en fait on ne sait pas comment il s'appelle. C'était un personnage, donc il y a, je ne sais pas si je peux le dire là ou si on le dit plus tard, je vais vous le citer quand même. Elle était d'une grande beauté, c'est Ibn Khaldoun qui le dit, hein, une grande beauté recherchée par les hommes les plus en vue, et elle repoussa les offres d'un homme cruel qui quand même devint l'héritier malheureusement lorsque Tabet est mort, c'est lui qui est monté sur le trône, et après comme il était un vrai despote, donc elle a quand même épousé parce qu'elle n'avait peut-être pas le choix, et elle l'a tué, et c'est comme ça qu'elle est devenue reine. Alors là, j'ai raconté de manière un peu mythique la façon dont elle est devenue cette reine, la façon dont elle a tué son époux. Alors on dit, d'après les textes anciens arabes,
qu'il a reçu un poignard dans le cœur. Moi, je l'ai fait décapiter. Vous voyez, vous aimez bien les décapitations, parce qu'on ne dévoilera pas la fin de l'histoire, Didier. Donc, ça, c'est pour la partie romanesque. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer l'essai historique. Et oui. d'emblée, ma première question, pourriez-vous situer la présence juive en Afrique? Oui, la présence juive en Afrique, elle date à peu près, alors, je vais dire du début de l'ère chrétienne, mais peut-être même avant. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait des Phéniciens, vous le savez tous, enfin, vous le savez tous, tout le monde ne le sait pas, non. Il y avait des Phéniciens qui ont fait beaucoup de comptoirs en Afrique du Nord. Et ces Phéniciens, c'était quelque part des cousins germains des Hébreux, puisque leur territoire de prédilection était du côté de Tyr, c'est-à-dire le Liban d'aujourd'hui. Et les Phéniciens, d'ailleurs, on cite, comment dirais-je, l'empereur Hiram, qui était très proche de Salomon. Et les Phéniciens, il y avait des tribus juives qui se trouvaient sur le territoire des Phéniciens, enfin à proximité. La tribu de Dan, de Naphtali, de Zabulon. Et il y a de grandes chances, c'est marqué un peu dans la Bible, que les Phéniciens, que les deux ou trois de ces tribus juives aient participé avec les Phéniciens à l'expansion des Phéniciens qui se sont retrouvés en Afrique du Nord avec des comptoirs importants, et en particulier, ils ont créé Carthage. La particularité de ces Phéniciens, c'est que le langage des Phéniciens, c'était des Sémites, des cousins des Hébreux. Ils parlaient donc le punique, qui est une langue cousine germaine de l'hébreu. Un peu plus tard, donc, ça c'est bien avant Jésus-Christ, un peu plus tard, quand Titus détruit le temple de Jérusalem et quand Titus expédie c'est Flavius Joseph qui le dit dans un de ses livres, 30 bateaux chargés de multiples captifs se retrouvent en Judée et en particulier à Carthage. Et effectivement, on peut dire que le gros des troupes juives, si on peut dire ça comme ça, c'est au moment, grosso modo, de la destruction du temple, on va dire ça comme ça. Et vous avez beaucoup de juifs qui arrivent, des juifs dans les villes latines, Carthage et toutes les autres villes. Ce sont des juifs plutôt soumis qui acceptent l'autorité de Rome parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils se retrouvent comme un poisson dans l'eau parce que justement, je vous en ai parlé un peu avant, il y avait ce fond sémitique qui était apporté par les Phéniciens et avec peut-être, comme je vous l'ai dit, quelques éléments juifs, mais c'était plusieurs siècles avant. Donc ils se sont retrouvés avec un langage qu'ils connaissaient, avec des cousins, et donc c'était très facile pour eux de s'adapter. D'ailleurs, Saint Augustin, Tertullien, Saint Cyprien, plein d'auteurs latins citent, j'ai même traduit du latin, mon Dieu, avec le Gaffio, parlent de ces juifs qui étaient là de manière très 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 nombreuse, ou bien également de ces berbères qui judaïsent. Et ils ne supportent pas, Tertullien et Saint-Augustin ne supportent pas de voir ces berbères judaïsés au lieu d'aller vers la religion nouvelle qui est le christianisme. Ça, dans le livre, dans l'essai historique, j'en parle suffisamment. Donc, vous avez, puisqu'on parle de ce monde juif, au début de l'ère chrétienne, beaucoup de juifs dans les villes et dans les zones sous l'Empire romain. Mais, je vous en ai parlé au début, il y a également un deuxième judaïsme qui vient d'Égypte et de Cyrénaïque, on en a parlé au début. Ils sont excessivement nombreux. Ils n'ont pas accès aux villes côtières parce qu'il y a les limes romains jusqu'en 430, et donc ils forment des tribus mixtes, c'est comme ça, des tribus juives, mais avec des éléments phéniciens, avec des éléments païens, qui venaient donc avec eux de Cyrénaïque d'Égypte, parce qu'il y avait un deuxième temple en Cyrénaïque d'Égypte, le temple d'Onia, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais dans ce temple, et là encore c'est même Flavius Joseph qui en parle, dans ce temple il y avait beaucoup de Libyens qui judaïsaient, et au bout d'un certain temps, il a duré plus de 2 siècles ce temple quand même, hein, donc on ne sait plus qui est juif d'origine, qui est berbère, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu ce deuxième courant juif dans le sud, donc, de cette Algérie, de cette Tunisie, de ce Maroc, ça s'appelait Numidie, Ifriqiya et Mauritanie. Donc il y a eu 2 judaïsmes. Et ce judaïsme n'avait pas de contact pratiquement, il ne pouvait pas à cause des Romains, il n'avait pas de contact avec les Juifs des villes. Quand les Vandales sont arrivés, ils ont chassé en 430 donc les Romains, ça a été la libération. Ces tribus juives et judo-berbères sont remontées un peu vers le nord, donc vers les Aurès, d'autres
sont continués à rester dans le Mzab, on le sait tout ça, on a des traces. Et il y a même des traces des nécropoles, des traces archéologiques magnifiques dans ces zones, là où se retrouvait la Caïna. Et ensuite, après les Vandales qui sont restés pas très longtemps, il faut aller vite, je sais, il y a eu les Byzantins qui sont arrivés, les Byzantins, les Grecs chrétiens, qui ont pris Carthage. Et puis là, il y a eu un mouvement important, puisque ces Byzantins chrétiens ont chassé les Juifs, ont interdit au judaïsme d'exister. Ils ont même converti la ville de Borion, en Cyrénaïque. Tous les Juifs étaient très nombreux, ont été convertis au christianisme. Et ces Juifs, une partie d'entre eux, pas tous, certains sont allés en Espagne, d'autres en Sicile, et beaucoup ont rejoint ces Juifs des montagnes. Donc, à l'arrivée des Arabes, il y avait beaucoup de Juifs. Alors, le pourcentage, je ne sais pas, je pense 20 à 30%, qui n'est pas la majorité. Oui, bien sûr. Alors, Didier, je vois que dans cet essai historique, vous accordez beaucoup d'importance, et on le revoit à chaque fois, à Gabès et Djerba. Oui. Est-ce à dire, parce que vous savez que la légende, enfin, de la Griba de Djerba repose sur la pierre, une pierre qui aurait été ramenée après la destruction du premier temple. Est-ce à dire que vous avez fait le lien, le pont entre les Juifs qui venaient d'Égypte, de Cyrénaïque, jusqu'à Djerba? Parce qu'en fait, je m'aperçois que ces tribus, par exemple, voyageaient beaucoup. Quand on les voit traverser carrément le Chott el-Djerid, remonter vers le nord, je suis étonnée de voir combien les distances ne les gênaient pas. Mais il n'y a pas beaucoup de distance. C'est ça. Oui. Voilà, justement, il n'y a pas beaucoup de distance entre la Cyrénaïque et comment dirais-je, la ville de Trigréna. Il y avait des Juifs troglodytes, ça vient de là. Oui. Il y avait des Juifs donc il n'est pas très loin de Gabès. Il y a la ville de Tigréna, il y en a plusieurs, j'en parle dans le bouquin. Les troglodytes de la région. Et effectivement, donc, mais alors là, j'ai un doute, est-ce que c'est du premier temple ou du deuxième temple? J'ai un doute pour le premier temple, je vous dis la vérité. Hein. Pour le deuxième temple, ça c'est certain. Ça c'est certain, effectivement. C'est obligatoire, parce qu'il y a quelques centaines de kilomètres, même pas. Donc, obligatoirement. Et puis, il y a les villages troglodytes. Donc, ils sont passés par là, ça c'est sûr. De quelle façon tout ça, c'est compliqué. Mais je voudrais quand même insister sur un point qui est passé à côté de beaucoup de personnes. Et ce qui me dérange un peu, c'est que les auteurs arabophobes modernes rejettent, si vous voulez, cette judéité de la Caïna ou d'une partie de la Caïna. Et ils rejettent parce que ça les dérange beaucoup. Et pourtant, le plus grand d'entre eux, qui s'appelle Ibn Khaldoun, c'est lui-même qui le dit. Et je crois qu'il faut le citer. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Khaldoun? Une partie des Berbères professaient le judaïsme, religion qu'ils avaient reçue de leurs puissants voisins, les Israélites de la Syrie. Parmi les Berbères juifs, on distinguait les Djerawa, tribu qui habitaient l'Orès, à laquelle appartenait la Caïna. Alors, ils n'ont pas supporté ce texte-là. Et ils ont essayé de traduire, ils ont dit que ce sont des textes écrits pendant la période coloniale. On a tout compris. Le mot colonial, donc je le rejette. Donc ils ont fait une nouvelle traduction que j'ai sous les yeux de ce passage-là. Et voilà ce qu'il dit. Alors il dit, probablement, les Berbères professaient le judaïsme qu'ils avaient pris des fils d'Israël lorsque leur puissance eut grandi. C'est-à-dire dans leur esprit, assez arabe moderne, berbérophone moderne, arabophone moderne, dans leur esprit, ce judaïsme des Berbères existait du temps du roi Salomon, mais pas après. Ça ne tient pas la route, ça ne veut rien dire du tout. C'est dommage parce que je crois qu'il faudrait que tous les historiens travaillent la main dans la main. Et voilà. C'est regrettable, d'imposer une falsification, enfin une vue différente de l'histoire. Ibn Khaldoun dans les Prolégomènes, enfin, en parle. Je veux dire que, et pourtant, Ibn Khaldoun n'a pas été toujours très, très proche de l'identité juive, enfin, en parlant, parce qu'il y a des remises en question chez Ibn Khaldoun en tant qu'historien. Ah oui, absolument. Hein? Ça, y a alors, Didier Nebaud, bien sûr, vous parlez également
de certaines régions et du Djebel Nefoussa, d'accord? Et là, je crois que vous accordez beaucoup d'importance à ça. Mais alors, la question que je vais vous poser, c'est que la KNA a donc traversé, enfin les tribus ont traversé, mais quand on parle de l'histoire de manière moderne de la KNA, on la situe dans les Aurès d'Algérie. Oui, c'est ça. D'accord? Oui, Alors, comment avez-vous fait le lien justement pour retrouver ces traces jusque dans les Aurès? Bah, d'abord, il y a des traces archéologiques, Oui. justement, et la manière d'enterrer leurs morts en ce qui concernait l'époque anté-islamique, pas beaucoup, mais il y en a, hein, la manière d'enterrer les morts dans l'époque anté-islamique, Oui. les Juifs, était différente de celle des Berbères païens. Les Juifs, comme en Judée, creusaient des niches, vous savez, dans le sol, comme à Gamar qu'on a trouvé, et ils mettaient leurs morts là-dedans. Et donc, on en a retrouvé du côté des Aurès. Ensuite, c'est pas moi qui le dis, déjà les auteurs comme Ibn Khaldoun, qui dit qu'elle habitait dans le mont Aurès. Les Djarawa qui habitaient l'Aurès. Donc, c'est même pas moi qui le dis, c'est eux. Donc, en plus, il faut se mettre dans le contexte, pendant plusieurs siècles, c'était des sortes de grands nomades, des comment dirais-je, des gens, des nomades avec le chameau, ça bougeait un peu partout. Et donc, c'est Ibn Khaldoun qui qualifie l'endroit de la Kaïna comme étant celui des Aurès. Mais moi, je crois que la Kaïna n'était pas, je pense, hein, sa tribu était une tribu mixte. C'était pas une tribu purement juive. Mais alors, le mot Kaïna, déjà, rien que ça, là aussi, il y a quelque chose qui m'énerve. Et voilà. Pour beaucoup, la Kaïna, c'est la sorcière, c'est la sorcière, c'est la sorcière. Eh ben, c'est faux. On est au 7e siècle. Peut-être qu'au 20e siècle, c'est la sorcière, parce que malheureusement, vous savez très bien que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Les vaincus se taisent. Et en l'occurrence, les vaincus, c'était un peu ces tribus juives et berbères à la fois, je pense. La Kaïna, en fait, non. On est donc, je répète, au 7e siècle. Les soldats de Mahomet, quelques décennies plus tôt, avaient défait les tribus juives de Médine. C'est les Arabes qui parlent, c'est pas moi. Et c'était les tribus des Cohen. Et Cohen en arabe, c'est Caïn. Et Caïn en arabe, à l'époque du 7e siècle, on est au 7e siècle. Hein. Le français du 7e siècle, c'est pas le même français que le 20e siècle. Au 7e siècle, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Rodinson, que vous connaissez tous, qui est un juif historien, qui est parti de cette terre maintenant, et qu'on peut taxer de pas du tout prosémite, hein, pas du tout. Donc c'est lui qui le dit. Il dit quoi? Il dit Caïn, ce sont en arabe les tribus des prêtres juifs que Mahomet a défait. Mahomet a défait les tribus des prêtres, des tribus juives, les prêtres, les Caïn. Et le féminin de Caïn, c'est Caïna. Quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, c'est toujours pas moi qui le dis. Donc, les Arabes ont d'abord défait, on va dire de manière grossière, les tribus chrétiennes, berbères, alliés des Grecs, avec Kosaïla en particulier. Ensuite, les Byzantins, les Grecs en détruisant Carthage en 698. Et il restait quoi? Il restait d'autres tribus qui jusque-là n'ont pas participé au combat, qui apparaissent tout d'un coup. Les tribus des montagnes là-bas, des Aurès, les tribus des Caïn. Et il y a une reine chez eux, Akaïna. Voilà l'explication. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Didier, si vous me permettez, je dédie cette émission à une de mes amies du lycée français de Tunis, qui portait ce merveilleux prénom que j'ai toujours beaucoup aimé, que je n'ai jamais retrouvé dans les communautés juives. Les musulmans nomment souvent leur fille Kehna. Et je dédie cette émission à ma grande amie Kehna Atia, si vous le permettez. Bien. Merci Didier Nebaud pour ce magnifique, je ne veux pas l'appeler roman, puisqu'il y a un essai historique à la clé aussi, La Reine des Sables.
L'extraordinaire épopée de la Caïna, roman historique qui a paru chez Éric Bonnier. Merci Didier. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle, Voix plurielle et CKCU de l'Université de Toronto.